6 mois après l'explosion sur l'A77, Claire pensait que le cauchemar était terminé. Mais une lettre d'invitation au baptême d'Amélie va la replonger dans l'univers délirant de Sylvie Rousseau. La lettre est arrivée un mardi matin de janvier 2020, glissée sous ma porte pendant la nuit. Une enveloppe crème de belle qualité, avec mon nom écrit dans une calligraphie parfaite à l'encre bleue. Pas d'adresse d'expéditeur, juste le cachet de l'hôpital psychiatrique de Nevers. À l'intérieur, un faire-part de baptême comme on en trouve dans les papeteries chics. Papier verger, lettres dorées, petits anges dans les coins. Madame Sylvie Rousseau a l'honneur de vous inviter au baptême de sa fille Amélie, le dimanche 2 février 2020 à 14h30, en l'église Saint-Étienne de Nevers. Votre présence est indispensable au bonheur de notre famille. Au dos, un mot manuscrit. Chère Claire, Amélie parle souvent de vous depuis notre rencontre sur l'autoroute. Elle aimerait tant que vous soyez sa marraine. J'espère que vous accepterez cet honneur. Avec toute mon affection maternelle, Sylvie et Amélie Rousseau. J'ai immédiatement appelé Sarah et Emma. Elles avaient reçu exactement la même invitation. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de la Sorbonne, les lettres étalées sur la table comme des pièces à conviction. « Elle est encore internée, non ?» a demandé Emma, la voix tremblante. « Comment elle a pu nous envoyer ça ?» J'ai appelé la gendarmerie de Cosne-sur-Loire. Le brigadier-chef Martineau m'a confirmé que Sylvie était effectivement encore hospitalisée, mais qu'elle bénéficiait maintenant de sorties thérapeutiques encadrées. « Elle va mieux », m'a-t-il dit. Les médecins pensent qu'accepter son délire l'aide à stabiliser son état. Ils l'autorisent à sortir avec sa poupée pour des activités normales, comme des courses ou des promenades. Le plus troublant, c'est qu'il m'a confirmé qu'elle organisait réellement un baptême. Elle a réservé l'église, commandé un gâteau chez le pâtissier, envoyé des invitations à toute sa famille. Pour elle, c'est un événement parfaitement normal. Le problème, c'est qu'elle devient agressive si les gens refusent de participer à ces rituels. Nous avons décidé de ne pas y aller, évidemment. Mais le vendredi soir précédant le baptême, j'ai reçu un appel sur mon portable, un numéro inconnu. Quand j'ai décroché, j'ai entendu une voix d'enfant qui pleurait faiblement. Puis la voix de Sylvie. « Claire, c'est moi ? Amélie est très triste que vous ne veniez pas à son baptême. Elle pleure depuis 3 jours. Vous ne pouvez pas faire ça à un bébé. » J'ai raccroché immédiatement, mais elle a rappelé 10 fois dans la soirée. À chaque fois, ses pleurs de bébé, puis sa voix suppliante qui me demandait de ne pas abandonner Amélie. Le lendemain matin, Sarah et Emma avaient vécu la même chose. Nous étions terrifiés. Le dimanche du baptême, nous avons pris la décision d'aller à Nevers. Pas pour participer à cette mascarade, mais pour confronter Sylvie et lui dire d'arrêter de nous harceler. Nous ne savions pas encore que nous venions de tomber dans son piège. Claire, Sarah et Emma se rendent à Nevers pour confronter Sylvie. Mais ce qu'elles vont découvrir dans cette église va révéler l'ampleur de la folie de l'ex-militaire. L'église Saint-Étienne de Nevers était un petit bijou d'architecture gothique, niché dans une rue pavée du centre historique. Quand nous sommes arrivés vers 14h, nous avons été stupéfaites de voir qu'il y avait vraiment du monde. Une vingtaine de personnes attendaient devant le parvis, endimanchées comme pour un vrai baptême. Il y avait des gens de tous âges, des personnes âgées qui semblaient être de la famille, quelques hommes en costume qui avaient l'air d'anciens militaires, et même des femmes avec de vrais bébés dans les bras. Tous souriaient et discutaient joyeusement, comme si rien d'anormal ne se passait. Sarah nous a tirés par le bras vers un café en face de l'église. « Vous voyez ça ? Ils sont tous complètement fous ou quoi ?» Nous nous sommes installés en terrasse pour observer la scène, complètement abasourdis. Comment était-il possible que tant de gens participent à cette mascarade ? C'est là qu'une vieille dame élégante s'est approchée de notre table. « Excusez-moi, mesdemoiselles, vous ne seriez pas les amies de Claire, celles qui ont rencontré ma petite fille, Amélie, sur l'autoroute ?» Elle nous souriait gentiment, mais ses yeux avaient cette même fixité troublante que ceux de Sylvie.
Votre petite fille » a balbutié Emma. La vieille dame a acquiescé avec fierté. « Bien sûr, je suis Denise Rousseau, la grand-mère d'Amélie. Sylvie m'a raconté votre rencontre. Ma petite fille vous adore. Elle n'arrête pas de parler de vous. J'ai compris que toute la famille de Sylvie était entrée dans son délire. Soit par amour pour elle, soit par peur de déclencher une nouvelle crise, ils jouaient tous le jeu de la poupée bébé. C'était à la fois touchant et absolument terrifiant. À 14h30 précises, les cloches de l'église ont sonné. Sylvie est apparue sur le parvis, radieuse dans une robe bleu marine, tenant sa poupée Amélie vêtue d'une magnifique robe de baptême en dentelle blanche. Elle souriait à l'assemblée comme la plus heureuse des mamans, distribuant des baisers et des remerciements à tous ses invités. Quand elle nous a aperçus au café, son visage s'est illuminé. Elle a traversé la rue en courant, la poupée serrée contre elle. « Claire, Sarah, Emma, vous êtes venus. Amélie va être si heureuse. » Elle semblait sincèrement joyeuse, comme si notre rencontre sur l'autoroute n'avait été qu'un malentendu entre amis. Mais quand nous avons tenté de refuser poliment, son expression a changé instantanément. « Comment ça, vous ne venez pas ? Mais Amélie compte sur vous. Vous ne pouvez pas lui faire ça le jour de son baptême. » Sa voix montait, attirant l'attention des autres invités qui nous regardaient petites maintenant avec hostilité. Le père Martin, le curé de l'église, s'est approché. Un homme âgé aux cheveux blancs qui nous a parlé à voix basse. « Mesdemoiselles, je vous en prie, acceptez de participer. Sylvie a fait d'énormes progrès ces derniers mois. Son psychiatre pense que ces rituels l'aident à surmonter son traumatisme. Si vous refusez maintenant, elle risque de rechuter gravement. Nous nous sommes retrouvés contraintes d'assister à ce baptême surréaliste. » Dans l'église, l'atmosphère était à la fois solennelle et glaçante. Sylvie présentait sa poupée au curé comme un vrai bébé, parlant de ses premiers sourires, de ses nuits difficiles, de ses progrès en motricité. Le prêtre bénissait consciencieusement ce morceau de plastique pendant que l'assemblée chantait des cantiques. Mais c'est au moment de l'ondoiement que j'ai remarqué un détail qui m'a glacé le sang. Quand le père Martin a versé l'eau bénite sur le front de la poupée, Sylvie a murmuré « Maintenant, ma chérie, tu es protégée pour l'éternité. Personne ne pourra plus jamais nous séparer. » Et dans ses yeux, j'ai vu cette lueur que je connaissais déjà. Cette détermination froide et calculatrice de l'ex-militaire. Ce baptême n'était pas une thérapie. C'était une déclaration de guerre. À la sortie de l'église, Sylvie nous a remis à chacune une médaille de baptême gravée au nom d'Amélie. « Maintenant, vous faites partie de notre famille », a-t-elle dit en nous embrassant. Pour toujours. Et dans ce baiser, j'ai senti l'odeur métallique du sang séché sur ses lèvres. Après le baptême, Claire, Sarah et Emma pensaient en avoir fini avec Sylvie. Mais être devenues les marraines d'Amélie va les entraîner dans un nouveau cycle de terreur. Les semaines qui ont suivi le baptême ont été les plus angoissantes de ma vie. Chaque jour, Sylvie nous envoyait des photos d'Amélie par SMS. La poupée dans son berceau, dans sa poussette, en train de manger son biberon. Avec des commentaires maternels qui glaçaient d'eau le sang, « Amélie a fait ses premiers pas aujourd'hui. Ses marraines lui manquent beaucoup. Mais le plus perturbant, c'était de les appels nocturnes. Toujours vers 2h du matin, toujours le même scénario. Des pleurs de bébé, puis la voix épuisée de Sylvie qui nous demandait de l'aide. « Claire ?» Amélie fait ses dents. Elle n'arrête pas de pleurer. « Pouvez-vous venir ? Une marraine doit aider quand le bébé souffre. » Nous avons changé de numéro 3 fois, mais elle arrivait toujours à nous retrouver. Sarah est devenue insomniaque, Emma a développé des crises d'angoisse, et moi, je sursautais au moindre bruit de notification de téléphone. Nous vivions dans la terreur constante de la voir réapparaître. Un soir de mars, j'ai fini par craquer et répondre à l'un de ses appels. « Sylvie, arrêtez, Amélie n'est pas réelle, c'est une poupée, vous avez besoin d'aide. » Le silence qui a suivi était plus effrayant que tous ces cris,
puis sa voix glaciale. « Vous osez dire que ma fille n'existe pas, après avoir été sa marraine ?» Le lendemain, j'ai trouvé ma boîte aux lettres vandalisée. Quelqu'un avait écrit au marqueur rouge « Les mauvaises marraines finissent mal ». Sarah a découvert les pneus de sa voiture crevés. Emma a trouvé une poupée décapitée devant sa porte. Nous avons contacté la police, mais ils nous ont dit que Sylvie était officiellement suivie à l'hôpital et qu'elle n'avait pas le droit de quitter Nevers. Impossible qu'elle soit venue à Paris, nous a dit l'inspecteur. Vous devez avoir un imitateur ou des hallucinations dues au stress post-traumatique. Mais nous savions que c'était elle. Ces méthodes d'intimidation psychologique, cette précision militaire dans le harcèlement, cette obsession pour sa poupée, personne d'autre ne pouvait orchestrer un plan aussi sophistiqué. C'est Emma qui a eu l'idée d'aller directement à l'hôpital psychiatrique de Nevers pour confronter Sylvie. Si elle veut nous voir, allons-y. Mais cette fois, ce sera dans un endroit sécurisé, avec du personnel médical autour. Le docteur Lemoine, psychiatre de Sylvie, nous a reçus dans son bureau. Un homme chauve d'une 60aine d'années, aux yeux fatigués derrière des lunettes cerclées. « Mesdames, je dois vous avouer que le cas de Sylvie me préoccupe énormément. Depuis votre rencontre sur l'autoroute, elle a développé une fixation sur vous trois. Il nous a montré le dossier médical de Sylvie. Pages et pages de rapports psychiatriques, de dessins obsessionnels représentant toujours la même scène. 3 femmes agenouillées devant une mère et son bébé. Elle vous a intégré dans son délire maternel. Pour elle, vous êtes devenues les sœurs d'Amélie, responsables de son bien-être. Le problème, a continué le docteur, c'est que Sylvie alterne entre amour et haine envers vous. Parfois, vous êtes ses alliés dans la protection d'Amélie. Parfois, vous êtes des menaces qu'il faut éliminer. Cette ambivalence la rend imprévisible et extrêmement dangereuse. Nous avons demandé à voir Sylvie, espérant pouvoir la raisonner. Le docteur a accepté, mais dans la salle de visite sécurisée avec un gardien présent. Quand Sylvie est entrée, tenant sa poupée dans les bras, elle nous a souri comme si nous étions de vieilles amies qui se retrouvent. « Mes chères marraines, Amélie vous a tant réclamé, regardez comme elle a grandi. » Elle nous a présenté la poupée avec fierté, nous détaillant ses prétendus progrès en développement. Elle fait ses nuits maintenant, et elle commence à gazouiller le matin. N'est-ce pas, ma chérie ? Mais quand Sarah a tenté d'expliquer gentiment que nous ne pouvions plus être ses marraines, le visage de Sylvie s'est assombri instantanément. Qu'est-ce que vous voulez dire ? On ne peut pas cesser d'être marraine. C'est un engagement sacré. Sa voix montait, alertant le gardien qui s'est rapproché. « Amélie a besoin de vous. Elle m'a dit que vous lui manquiez. Comment osez-vous abandonner un bébé ? Elle serrait sa poupée si fort que j'avais peur qu'elle la casse. Vous êtes comme tous les autres. Vous promettez d'aimer un enfant et puis vous disparaissez quand ça devient difficile. » La visite s'est terminée par l'intervention du personnel médical pour calmer Sylvie. Mais en partant, elle nous a crié une phrase qui résonne encore dans ma mémoire. « Amélie ne vous oubliera jamais, et moi non plus. Nous ne savions pas encore que cette menace allait prendre une dimension terrifiante. Pour comprendre la folie de Sylvie Rousseau, il faut plonger dans son passé militaire en Afghanistan. Car sa psychose a des racines bien plus profondes que la simple mort de sa fille. Août 2015. Forward Operating Base Morales, province de Kapisa, Afghanistan. Le capitaine Sylvie Rousseau commandait une section du 13e RDP chargée de sécuriser les convois logistiques dans cette région hostile. À 35 ans, elle était respectée par ses hommes pour son sang-froid et son expertise tactique. Mais ce jour-là, quelque chose allait briser cette femme de fer. Le convoi transportait des fournitures médicales vers un village isolé. Sylvie était enceinte de 8 mois, mais avait refusé d'être rapatriée. « Ma section a besoin de moi », répétait-elle à ses supérieurs. « Et mon bébé sera fier de sa maman soldat. » L'embuscade a eu lieu à 15h23, dans un défilé rocheux où les talibans avaient terminé la route. L'explosion
a pulvérisé le premier véhicule, tuant instantanément 3 de ses hommes. Sylvie, dans le deuxième véhicule, a pris un éclat de shrapnel dans l'abdomen. Pendant qu'elle perdait son sang sur le sable afghan, elle sentait son bébé bouger faiblement dans son ventre. « Tiens bon, ma chérie », murmurait-elle en appelant les secours par radio. « Maman va nous sortir de là. » Mais l'hélicoptère d'évacuation a mis 4 heures à arriver. 4 heures pendant lesquelles Sylvie a senti la vie de sa fille s'échapper goutte à goutte. Amélie est née par césarienne d'urgence à l'hôpital militaire de Kaboul. 3 mois de prématurité, des poumons sous-développés, un cœur trop faible. Mais elle était vivante. Sylvie a passé 3 mois à son chevet, refusant d'être rapatriée tant que sa fille n'était pas hors de danger. Quand elles sont enfin rentrées en France, Amélie semblait aller mieux. Sylvie avait loué un petit appartement près de la base de Toulouse, rêvant d'une vie paisible avec sa fille. Mais le cœur d'Amélie n'a pas supporté le voyage. Elle est morte dans les bras de sa mère par une nuit de décembre, emportée par un arrêt cardiaque fulgurant. Le rapport médical était formel. Les séquelles de l'explosion en Afghanistan avaient fragilisé le système cardiovasculaire du bébé. En perdant Amélie, Sylvie perdait aussi sa raison de vivre. Car dans son esprit traumatisé, elle était responsable de cette mort. Si elle n'avait pas insisté pour rester en mission, si elle avait accepté le rapatriement, sa fille serait encore vivante. Retour au présent, le docteur Lemoine nous a expliqué tout cela dans son bureau, 3 jours après notre visite désastreuse à l'hôpital. Sylvie a développé une culpabilité pathologique. Elle croit qu'elle peut ressusciter Amélie en recréant parfaitement sa vie avec des poupées. Chaque rituel, chaque interaction sociale normale est une tentative de réparer le passé. Le problème, c'est que vous 3, vous représentez des témoins de sa nouvelle Amélie. Dans sa logique déformée, vous validez l'existence de sa fille. C'est pourquoi elle ne peut plus vous laisser partir. Il nous a aussi révélé quelque chose de plus inquiétant. Sylvie s'est échappée hier soir. Nous pensons qu'elle est retournée sur l'A77. Elle a laissé un mot disant qu'elle allait chercher de nouvelles marraines pour Amélie. Cette nuit-là, en rentrant à Paris, nous avons pris l'A77. Nous savions que c'était dangereux, mais c'était le chemin le plus direct. À la hauteur de l'aire de Sancerre, Emma a poussé un cri. Dans le rétroviseur, 2 phares nous suivaient. Une Peugeot 307 grise. Sylvie était de retour, et cette fois, elle n'était pas seule. Sylvie Rousseau s'est échappée et chasse de nouvelles victimes sur l'A77. Mais ce que Claire va découvrir va la confronter à un choix impossible, sauver des innocentes ou protéger ses amis. Cette fois, nous étions préparés. Sarah avait un nouveau téléphone avec une bonne connexion. Emma avait prévenu la gendarmerie de notre trajet et moi, j'avais caché un couteau de cuisine dans ma veste. Nous ne nous laisserions plus surprendre par Sylvie Rousseau. Mais quand nous avons vu la Peugeot dans notre rétroviseur, nous avons compris que quelque chose avait changé. Elle ne nous suivait pas de près comme la première fois. Elle gardait ses distances, comme si elle attendait quelque chose. Ou quelqu'un. C'est Emma qui a remarqué l'autre voiture en premier. Une Citroën C 3 rouge avec 4 jeunes femmes à l'intérieur, probablement des étudiantes comme nous l'étions. Elle roulait tranquillement sur la voie de droite, musique à fond, inconsciente du danger qui les guettait. « Oh non », a murmuré Sarah. « Elle va s'en prendre à elle. » Effectivement, la Peugeot de Sylvie a changé de trajectoire et s'est mise à suivre la Citroën rouge. Nous assistions en direct à la répétition du scénario que nous avions vécu 6 mois plus tôt. J'ai dit à Sarah d'accélérer pour rattraper la Citroën et prévenir ses occupantes. Nous avons klaxonné, fait des appels de phare, essayé d'attirer leur attention, mais elles pensaient probablement que nous étions juste des conductrices énervées. Elles ont même accéléré pour nous distancer. C'est là que Sylvie a commencé sa manœuvre. Exactement comme avec nous. D'abord suivre à distance,
puis se rapprocher progressivement, enfin percuter l'arrière de la voiture pour la faire sortir de route. La Citroën rouge a quitté l'autoroute dans un crissement de pneus et a dévalé le talus avant de s'immobiliser dans un champ de betteraves. Sylvie s'est arrêtée sur le bas-côté et a commencé à descendre vers la voiture accidentée, tenant quelque chose dans ses bras. Mais cette fois, ce n'était pas une poupée, c'était un vrai bébé. Un nourrisson d'environ 6 mois qui pleurait faiblement dans la nuit. « Mon Dieu !» a balbutié Emma. Elle a enlevé un vrai bébé. Sarah s'est garée immédiatement et nous sommes sortis de notre voiture. Il faut appeler la police et les secours. Ces filles sont peut-être blessées, mais quand nous nous sommes approchés du talus, nous avons entendu Sylvie qui parlait aux 4 étudiantes terrifiées. « Mes nouvelles marraines, Amélie est si heureuse de vous rencontrer. Regardez comme elle vous sourit. » Le bébé pleurait de plus en plus fort, visiblement affamé et effrayé. Une des étudiantes, une brune d'une 20aine d'années, a tenté de raisonner Sylvie. « Madame, ce bébé a besoin de soins médicaux. Rendez-le à ses parents, s'il vous plaît. » Mais Sylvie a explosé. « Ses parents ? Je suis sa mère. Comment osez-vous ? Vous voulez me la voler comme tous les autres ? C'est là que j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. J'ai descendu le talus en criant « Sylvie, c'est moi, Claire, votre première marraine. » Amélie me réclame. La femme s'est retournée vers moi, le visage illuminé d'une joie authentique. « Claire, ma chère Claire. » Amélie parlait de vous, justement. Profitant de sa distraction, Sarah et Emma ont aidé les 4 étudiantes à remonter vers l'autoroute. Moi, je me retrouvais seul face à Sylvie et à ce pauvre bébé kidnappé qui pleurait de détresse. « Donnez-moi Amélie, » ai-je dit doucement. Elle a froid. Elle a besoin que sa marraine la réchauffe. Sylvie a hésité un instant, puis m'a tendu le bébé. Quand j'ai pris ce petit être tremblant dans mes bras, j'ai réalisé à quel point la situation était devenue tragique. Ce n'était même pas une fille, mais un petit garçon d'environ 4 mois. Quelque part, des parents devaient être morts d'inquiétude. « Vous voyez comme elle vous aime ?» a dit Sylvie en caressant la joue du bébé. « Elle s'est calmée dès que vous l'avez prise. C'est magique, le lien entre une marraine et sa filleule. » Dans ses yeux, je voyais cette même tendresse démentielle que lors de notre première rencontre. Au loin, les sirènes de police se rapprochaient. Sarah avait réussi à donner l'alerte. Mais Sylvie les entendait aussi. Son expression s'est durcie instantanément. Ils viennent encore nous chercher. Ils veulent nous séparer. Elle a sorti un nouveau pistolet de sa veste. Cette fois, je ne les laisserai pas faire. Les gendarmes ont encerclé le champ, leurs projecteurs transformant la nuit en jour artificiel. Sylvie tenait son arme contre ma tempe, tandis que je serrais le bébé kidnappé contre moi. « Si vous approchez, je tue la marraine et l'enfant », a-t-elle crié. Mais ce que personne ne savait, c'est que Sylvie avait préparé un plan bien plus sophistiqué, car dans sa poche, elle avait l'adresse de nos familles, et demain, elle rendrait visite à nos mères. Claire se retrouve otage avec un bébé kidnappé, cerné par la police. Mais Sylvie Rousseau a préparé un plan final qui va la confronter à ses propres démons maternels. Les négociations ont duré 4 heures. 4 heures pendant lesquelles j'ai tenu ce bébé innocent dans mes bras, sentant la chaleur de son petit corps contre le mien, écoutant ses pleurs faiblir peu à peu. Sylvie gardait son arme pointée vers moi, mais son attention était entièrement focalisée sur l'enfant. « Vous voyez comme Amélie vous fait confiance ?» me répétait-elle. « Elle sait que vous êtes une bonne marraine, contrairement aux autres qui voulaient nous séparer. » Elle parlait du bébé avec une tendresse si authentique que j'en oubliais presque qu'elle l'avait kidnappé quelques heures plus tôt. Le négociateur de la police, capitaine Durand, essayait de la convaincre de se rendre. « Sylvie, pensez à Amélie. Elle a besoin de soins médicaux. Vous êtes une mère. Vous savez qu'un bébé ne peut pas rester dehors par ce froid. » Il faisait effectivement très froid cette nuit de mars, et le bébé commençait à trembler dans mes bras.
Mais Sylvie refusait catégoriquement. « Amélie va très bien, je sais ce qui est bon pour ma fille. J'ai été une excellente mère pendant 6 mois avant qu'ils me l'enlèvent à l'hôpital. » Ses yeux brillaient de larmes contenues, et dans sa voix, je percevais toute la douleur d'une femme qui refusait d'accepter la réalité. C'est à ce moment-là que le bébé s'est mis à pleurer plus fort. Un cri perçant de détresse qui a déchiré la nuit. Sylvie a paniqué instantanément. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle pleure? Claire, faites quelque chose, vous êtes sa marraine. J'ai tenté de calmer l'enfant, mais il était visiblement malade. Fièvre, respiration difficile, lèvres légèrement bleuies. Sylvie, ce bébé a besoin d'un médecin immédiatement. Regardez ses lèvres, écoutez sa respiration. Il fait une détresse respiratoire. Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, j'ai vu Sylvie douter. Elle regardait le bébé avec une angoisse maternelle genuine, incapable de nier l'évidence de sa souffrance. Non, non, ça ne peut pas recommencer, pas encore. Sylvie, ai-je dit doucement, vous êtes une mère, une vraie mère. Et une vraie mère fait passer la santé de son enfant avant tout. Laissez les médecins sauver Amélie, comme vous auriez voulu qu'on sauve votre vraie fille. Ces mots ont touché quelque chose de profond en elle. Elle a baissé son arme